Et bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Zone Sport, l'émission hebdomadaire qui décrypte toute l'actualité sportive. Aujourd'hui, on est encore avec Elias et Zéphyr, nos deux consultants. Bonjour Zéphyr. Bonjour. Bonjour Elias. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est quand même dans un week-end pas trop chargé car la CAN va démarrer. On va en parler un peu avec Elias. Et on a eu la Coupe de France où Brest a été sorti par Avranches, un club de National 2. Autre actu, Safonov on a parlé de la concurrence de gardiens au Paris Saint-Germain la semaine dernière. Et là, Safonov qui a arrêté 4 tirs au but lors de la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo. Et là, malheureusement, Safonov qui s'est blessé, qui a quand même disputé la séance de tirs au but et a arrêté 2 pénaltys en étant blessé, mais qui là s'est blessé et ça va laisser un peu de répit à Lucas Chevalier pour garder sa place de titulaire. Aujourd'hui, on va se pencher quand même beaucoup sur le tennis, car on va dans quelques semaines avoir le retour du tennis ATP et on a une bombe, une énorme nouvelle cette semaine après 7 ans de collaboration. Juan Carlos Ferrero et Alcaraz se séparent. Est-ce que Elias, tu peux nous en parler? Oui, c'est vraiment la bombe là, qui est arrivée sur la planète tennis. On s'y attendait pas du tout. C'est vraiment arrivé comme ça, en pleine intersaison. Juan Carlos Ferrero et Carlos Alcaraz ont eu un désaccord. On sait maintenant qu'il était contractuel, car Alcaraz voulait revenir s'entraîner dans son club d'enfance à Murcie, mais Ferrero, il voulait pas parce que c'était quand même assez loin de là où il s'entraînait à la base, à 1 heure à peu près. Et puis même au niveau contractuel, il me semble qu'ils n'ont pas réussi à se mettre tout à fait d'accord entre les deux. Mais là, on va quand même retracer leur parcours qui est quand même incroyable tous les deux. Leur collaboration a vraiment permis à Carlos Alcaraz de se révéler à la planète tennis et même au monde entier. C'est, on le rappelle, 7 titres en Grand Chelem quand même, 8 Masters 1000 et 199 semaines numéro 1 mondial pour Carlos Alcaraz. On rappelle qu'il est très jeune, il a je crois 22-23 ans, donc ça va être terrifiant pour la suite. Hein. Vraiment, ça va faire partie avec Yannick Sinner parmi les top 10 joueurs all-time de l'histoire du tennis. Donc, c'est un choc. Et cette décision, quand même, arrive à un moment où voilà, on est proche de la reprise. L'Open d'Australie est très proche. Le premier grand chelem de la saison. On sait que c'est le seul grand chelem qui n'a pas remporté. Donc, qui Alcaraz va prendre comme nouveau coach pour essayer de relever ce défi, de passer ce cap, ce plafond de verre qu'il a en Australie. On sait toujours pas, mais est-ce que ça va lui permettre justement de casser cette dynamique qu'il a en Australie et ces mauvais résultats qu'il engrange depuis quelques années. Moi, je te pose la question, Zéphyr, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir un peu avec ce gros changement quand même, un changement d'entraîneur? C'est vraiment pas facile, surtout quand on sait que la collaboration a duré si longtemps et que l'entraîneur nous a fait monter au plus haut niveau de la planète tennis. Alors oui, c'est vrai que mentalement, ça doit être dur pour Alcaraz et Ferrero, pour les deux, parce que les deux avaient quand même envie, mais à cause de cet éloignement du club, comme tu l'as dit, Elias, ça n'a pas pu être possible de continuer. Donc oui, ça doit être dur, mais Alcaraz va vouloir se relever et il va quand même tenter de la plus belle des manières en essayant de remporter, comme tu l'as dit, le seul grand chelem qui lui manque, qui est son objectif principal. Il a annoncé son objectif de la saison 2026, c'est prendre ce grand chelem manquant en Australie. Comme tu l'as dit, c'est un plafond de verre pour lui. Il n'a jamais passé les quarts de finale. Et cette annonce, ça n'a peut-être pas non plus un timing excellent. Enfin, est-ce qu'ils n'auraient pas pu parler plus tôt des contrats, un peu plus tôt dans la saison, pour pouvoir ne pas se retrouver à 4 semaines d'un grand chelem dans qui sera mon coach au final dans 3 semaines. Enfin, c'est la question que Alcaraz va se poser. Et c'est un peu tard avant un début de saison et un peu de préparation avant l'Australie. Après, on sait qu'il y a Gilles Servara qui est disponible. On a entendu ces rumeurs-là. Est-ce que ça pourrait être une bonne nouvelle pour Alcaraz, quand même, Gilles Servara qui a obtenu des bons résultats avec Medvedev. Une petite intervention Zéphyr, Gilles Servara, Oui. il a signé avec Bassavaredi, un joueur américain, Ah, il y a quelques jours, donc je pense que la piste va s'éloigner, mais en tout cas, c'est sûr que ça aurait été une option à envisager pour l'Espagnol. j'avais pas vu la nouvelle, pardon. Mais oui, ça aurait pu, mais du coup, bah là, on se demande qui sera le coach d'Alcaraz. Et là, c'est quand même pas non plus le timing idéal. Mais après, on sait qu'avec sa fin de victoire et sa fin de cet objectif qui lui manque,
ça, je pense, ne sera pas un souci, tant le tennis qu'il a est incroyable. On l'a vu sur cette fin de saison à l'Open, à l'US Open. Je sais pas ce que tu en penses, Elias, mais pour moi, bon, ça va peut-être être un souci pendant quelques semaines, mais ça va pas l'empêcher de revenir au plus haut niveau et titiller la première place mondiale et se la disputer avec Yannick Sinner. Ouais, honnêtement, je pense pas que ce changement impactera son niveau tennistique sur toute la saison parce que on sait qu'il a faim de victoire, comme tu l'as dit. Il a vraiment envie d'aller chercher ce grand chelem en Australie. C'est vraiment ce qui lui manque et c'est vraiment le grand chelem qu'il a envie de chercher. C'est son objectif, son premier objectif de la saison. Donc je pense que ça va peut-être l'impacter sur les quelques semaines de reprise de la saison pour le temps de se remettre en jambes. Ne soyons pas surpris si sur quelques tournois il y a des faux pas. Mais en Australie, sur le format 5-7, il sera prêt. Ça, c'est clair et net. Carlos Alcaraz, je ne le vois pas du tout baisser en régime par rapport à la saison dernière. On rappelle ces deux grands chelems la saison dernière. Ils se sont partagés les grands chelems avec Yannick Sinner. Donc, moi, je le vois clairement pas baisser en régime sur cette saison. Voilà, moi, c'est mon avis. Il y a peut-être aussi Goran Ivanisevic. Peut-être que quand on sait que l'exigence qu'il a et notamment le travail qu'il a pu faire avec Novak Djokovic quand même dans sa deuxième partie de carrière, ça peut être aussi une option intéressante pour répondre à la question du coach. Mais en tout cas, on va suivre ce feuilleton Alcaraz de très près et on vous tient au courant dès que la nouvelle du nouveau coach est tombée pour un peu se projeter sur sa saison. Mais en tout cas, moi, je le vois très très fort encore cette saison. Pour moi, c'est deux grands chelems minimum. Hein. De toute façon, avec Yannick Sinner, je ne vois pas qui peut les battre sur ce format 5-7. Voilà. Et Zéphyr, on va passer par contre du côté français. On a un Français cette saison qu'on attend. Il nous a un peu déçu la saison passée. On va revenir un peu sur sa saison. C'est Arthur Fils qui a été grandement touché par les blessures. Est-ce que c'est le Français encore qu'on attend le plus Zéphyr, je te laisse répondre à cette question. Ah oui, c'est vrai que c'est une question intéressante quand on sait la saison quasi blanche qu'a eu quand même Arthur Fils. Il a été impacté par les blessures sur les 4 grands chelems. Il a abandonné au troisième tour de l'Open d'Australie contre Hugo Humbert. Il a fait forfait à Roland Garros au troisième. Il n'a pas joué disputé le troisième tour contre Rublev. Et comment dire, à Wimbledon, il a fait forfait. À l'US Open, il a fait forfait. Et il a fait 4 mois presque sans jouer à la fin de saison. C'est quand même un jeune joueur. Il a 21 ans, 22 ans, il me semble. Et il est déjà très très embêté par les blessures. C'est quand même. On se demande si l'objectif, au vu de ce qu'on avait vu en ce début de saison, c'était presque d'aller chercher un top 10. Enfin, il avait réussi à titiller Alcaraz à Barcelone et à Monte-Carlo. Il avait été impressionnant. Et là, Monte-Carlo, quand même, qui est le match entre les deux protagonistes, qui a été élu match de l'année par l'ATP. Un niveau de jeu excellent de Arthur Fils. Il a fait 4 Master 1000 d'affilée où il a été au moins en quart de finale. 3, 3 Master 1000, pardon. Mais Arthur Fils, très très intéressant en ce début de saison. C'était la saison où on l'imaginait pouvoir progresser, s'installer parmi les meilleurs. Et au final, déception, parce que à cause de ses blessures, il n'a pas pu continuer la saison. Et on se demande où il pourra aller la saison prochaine, Arthur. Bah effectivement, Zephyr, on est quand même un peu déçu de la saison d'Arthur Fils malgré le fait qu'il a quand même été énormément embêté par les blessures. Moi, un truc que je voulais relever, c'est que je pense, même en direct pendant le match, je me disais il y aura des conséquences. Le match contre Mounard à Roland-Garros, je pense que c'est vraiment le tournant de sa saison. Je crois qu'il perd 2-7-1 ou quelque chose comme ça, et il se blesse gravement, mais il continue à jouer, et au final il gagne en 5-7, je crois. Et au final, il a régalé le public parisien. Ça a été un match exceptionnel. Il a lâché ses coups comme jamais. Mais pour les conséquences de sa saison, après, il a eu une saison blanche. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas dû abandonner sur le moment? Mais on a vu Arthur Fils quand même à l'entraînement là, sur les derniers jours. Donc, on espère un retour au plus haut niveau. L'enjeu, ça va quand même d'être de retour à un niveau comme avant où il battait Zverev à Hambourg. Ou, comme tu l'as dit, en Master 1000 en début de saison, il était vraiment exceptionnel. Donc, l'enjeu d'abord, ça va être de retrouver ses bases tennistiques pour Arthur Fils. De peut-être, là, il est top 40, je crois, à la fin de la saison. Donc on espère qu'il va remonter rapidement top 20. Et après, quand il sera tête de série en Grand Chelem, qui va potentiellement aller chercher un quart, une demi en Grand Chelem, un top 10. C'est un peu ce qu'on espère pour Arthur Fils parce qu'on a quand même d'énormes attentes au vu de ses performances
de la fin de saison 2024 et du début de saison 2025. Et là, on a été vraiment déçus, Zéphyr. Après, oui, il a un tennis tellement explosif qu'au bout d'un moment, ça va péter. Enfin, c'est le joueur le plus puissant actuellement du tennis français. Et c'est un jeu très énergivore qu'il a. Donc, ça a pété. Après, c'est une blessure, on sait, la fracture de fatigue au dos, qui embête de nombreux joueurs durant toute leur carrière. On sait qu'il y a Jiří Lieka qui dit qu'il est atteint par cette blessure aussi et qu'il est gêné continuellement. Après, est-ce que ça peut l'empêcher d'aller chercher des résultats intéressants? Là, Arthur, il est encore 40 mondial, 40e mondial, tu l'as dit, alors qu'il n'a pas joué pendant 6 mois de la saison. Ok, il va perdre des points parce que je le vois mal faire aussi bien que l'an dernier avec l'enchaînement d'écarts en Master 1000 et ses performances exceptionnelles contre Alcaraz, etc., qui lui ont quand même permis de glaner pas mal de points. Donc au début, il va peut-être perdre des points, mais si juste il joue toute la saison et qu'il passe 2 tours dans tous les tournois de la saison, il va revenir déjà à une 20e place, etc. Et on peut le voir peut-être dans 2 3 ans arriver au plus haut niveau qu'on l'espérait arriver cette année. Mais c'est juste une progression un petit peu freinée et ça ne l'empêchera pas d'avoir des résultats excellents quand même quand on connaît la qualité d'Art Surface. Je reste optimiste. Ouais, en tout cas, Zéphyr, on n'espère pas de rechute pour le jeune joueur français, car là, ça pourrait vraiment être compliqué de rebondir. Passons à quand même le gros événement de cette fin d'année, Elias, c'est la CAN qui démarre demain soir avec le premier match Maroc contre Comores. On a quand même une compétition très très attendue cette année car on est un peu incertain. On a le Maroc qui est extrêmement favori, ils sont sur une série de victoires absolument incroyable, ils ont gagné la Coupe arabe hier, je crois. Donc là, le Maroc on est un peu dans un dilemme. Est-ce qu'il faut faire jouer Hakimi au premier match, etc. Hakimi qui s'est blessé contre le Bayern Munich il y a quelques mois. Walid Regragui dit que normalement ça devrait le faire pour la CAN, mais sa durée d'indisponibilité selon les médecins du PSG devrait être plus longue. Donc est-ce que le faire revenir trop tôt pour aider les Marocains est une bonne idée? À voir un peu. On sait qu'il y a beaucoup de conflits entre les clubs et les sélections, donc si il se reblesse, ça pourrait encore aggraver ce conflit. Elias, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton pronostic, ton favori, l'équipe dont tu as envie de parler et qu'est-ce qu'il pourrait faire dans cette CAN? Enfin, moi, j'ai envie de m'attarder sur le Sénégal parce que cette sélection, elle est extrêmement dense. Quand on regarde l'effectif à la loupe en détail, c'est vraiment hyper impressionnant. Vraiment, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point le Sénégal, leur sélection est dense. Ça mêle à la fois jeunesse et expérience. On a notamment du Sadio Mané, du Nicolas Jackson, du Ismaïla Sarr, du Ibrahim Mbaye, du Lamine Camara, Idrissa Gueye, Iliman Ndiaye, Kalidou Koulibaly. Ah, voilà, tous ces noms, c'est des noms référencés dans le monde du football aujourd'hui. Mané, c'est un peu le joueur d'expérience qui peut peut-être endosser ce rôle de leader avec aussi Kalidou Koulibaly en défense centrale. Donc, vraiment, cette équipe du Sénégal, moi, je l'attends vraiment au tournant. Pour moi, ils peuvent aller extrêmement loin dans cette CAN. Et moi, j'en fais clairement mes grands favoris devant le Maroc parce que le Maroc, peut-être que la CAN à domicile, ça va aussi jouer dans la tête à un moment, quand ils se rapprocheront du but final, ça va peut-être aussi les handicaper dans la tête. Et pour revenir aussi sur le Maroc et Hakimi, pour moi, ils doivent attendre le Maroc pour le faire revenir. Ça, c'est clair et net. Honnêtement, moi, c'est mon avis. Ils doivent attendre au moins de voir comment se passent les deux premiers matchs pour savoir s'ils ont besoin ou pas de les faire revenir. Donc, pour moi, vraiment, je vois le Sénégal devant le Maroc, même malgré le fait que le Maroc ait un effectif ultra dense. Mais écoute, Arthur, parle-nous un peu quand même du troisième favori, selon moi, parce que on n'en parle pas assez, mais la Côte d'Ivoire est quand même championne en titre. Et il y a eu quelques polémiques, notamment sur les listes proposées par le sélectionneur. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces polémiques qui font quand même beaucoup de bruit dans la presse en ce moment? Ouais, effectivement, Elias, juste pour revenir rapidement sur Hakimi, c'est vrai que le Maroc affronte les Comores, donc étant donné leur niveau en qualification de Coupe du Monde et leur niveau en qualification de la CAN, je pense que ça devrait pas être trop compliqué pour eux contre les Comores, donc je vois pas l'intérêt de le faire jouer dans ce match, dans ce premier match, effectivement. Pour revenir sur la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'après une vidéo publiée par l'influenceur Just Riyad avec Nicolas Pepe, le joueur de Villarreal qui a quand même été un des joueurs forts de sa sélection, qui a eu des propos un peu offensants pour Alban Lafont.
et qui n'a pas été appelé par le sélectionneur. Donc ça a créé beaucoup de polémiques parce que c'est quand même un des meilleurs joueurs qui a sorti une phrase un peu polémique sur les joueurs qui sont binationaux et qui choisissent leur deuxième sélection, étant Alban Lafont, en tout cas qui a choisi la Côte d'Ivoire au lieu de la France. Et au final, ça fait que la Côte d'Ivoire en perd beaucoup sportivement, qui perd Nicolas Pepe. Là, on a appris que Sébastien Haller n'allait pas jouer à la Coupe du Monde, à la CAN, on l'a appris hier. Donc au final, la Côte d'Ivoire, ça va être pour eux sportivement, ça va être compliqué, même s'ils sont champions en titre. Je les vois pas du tout, même sortir du groupe. Je pense que ça va être compliqué. Zéphyr, tu veux dire un mot? Surtout que connaissant le parcours de carrière de Haller, au début de sa carrière, il hésitait entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu culotté, oser de dire ça par rapport à Alban Lafont quand on connaît ses antécédents avec Didier Deschamps, qui espérait une sélection au début de sa carrière quand il affichait des bons résultats. Bah, en l'occurrence, Zéphyr, je sais pas pour te contredire, mais c'est Nicolas Pepe qui prononçait ces mots et qui lui n'a jamais hésité entre la Côte d'Ivoire et la France. Mais effectivement, Pardon. Sébastien Haller, oui, à l'époque où il jouait à Mönchengladbach et à West Ham, on l'espérait en équipe de France. Un autre, on peut limite classer la Côte d'Ivoire en tant qu'outsider de cette CAN, mais un autre outsider, ce serait l'Égypte, qui avec Mohamed Salah, qui est au cœur de toutes les polémiques à Liverpool après ses déclarations contre le coach Arne Slot qui quand même joue des bouts de match en ce moment avec Liverpool et qui a vraiment pour objectif de gagner cette canne avec ses lieutenants Omar Marmouche, notamment Racidi, qui a du mal à s'imposer, mais qui est quand même un très très bon joueur de football. Et le palmarès de l'Égypte, quand même, va dans leur sens avec 7 cannes quand même à leur actif. Donc c'est possible que Mohamed Salah, qui serait peut-être dans une forme étincelante, pourrait créer la surprise avec les Égyptiens. Le Cameroun, c'est pareil, même si leurs perfs sont en baisse, ils peuvent quand même jouer de mauvais tours aux différentes équipes. Le Nigeria, ils ont été éliminés de la course à la Coupe du Monde, donc est-ce qu'ils vont pas être revanchards et essayer d'aller chercher cette canne? On sait qu'on a un Victor Osimhen du côté du Nigeria qui est tout simplement exceptionnel à Galatasaray et en sélection. Et après, le grand rival du Maroc, l'Algérie, qui peut limite être placé en favori tant cette équipe est dense, comme tu l'as dit. Elias, il n'y a pas que le Sénégal qui est dense, l'Algérie est très très dense. Youssef Attal, malgré, a eu quelques soucis de blessure, donc là il a dû déclarer forfait. Mais en tout cas, l'Algérie qui, je pense, pourrait aller titiller le Maroc et le Sénégal. Bon, passons à la présentation des favoris. Rentrons dans le cœur du sujet. Est-ce que Elias, est-ce que Zéphyr, vous avez un petit prono à nous donner? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Elias, on a cru comprendre que tu étais plus du côté du Sénégal. Est-ce que tu peux nous dire si le Maroc, tu les vois arriver en finale contre le Sénégal? Bah, écoute, j'ai pas non plus fait un bracket très clair dans ma tête, mais moi, s'il devait y avoir une finale de rêve, une finale d'anthologie qui pourrait rester même dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, ce serait bien évidemment ce Maroc-Sénégal. C'est les deux meilleures équipes, ça, il n'y a rien à dire. Mais en tout cas, parmi les outsiders, moi, je vois bien peut-être l'Égypte essayer de s'infiltrer comme ça, de jouer un peu le caillou dans la chaussure pour le coup, avec Mohamed Salah qui est vraiment en difficulté avec Liverpool, avec toutes ces polémiques. Mais pour moi, quand on joue pour le maillot, pour la sélection, vraiment, un monde différent. On est galvanisé par quelque chose qui dépasse le sport. Et puis, Omar Marmouche, c'est le temps de prouver, c'est le moment de s'affirmer en tant que lieutenant de Mohamed Salah. Donc, moi, je les vois bien avec tout le palmarès et aussi le championnat égyptien, près de 20, 22 joueurs qui jouent dans le championnat égyptien, qui est quand même assez fort en Afrique. Donc, moi, je les vois bien jouer le caillou dans la chaussure et peut-être jouer des tours, que ce soit au Maroc ou au Sénégal. Donc, moi, ce serait vraiment mon outsider favori. L'Égypte, je les vois bien arriver jusqu'en demi-finale minimum. Bah, Zéphyr, toi, t'as un petit prono? Moi, je rejoins bien quand même l'idée de Elias sur Mohamed Salah et son amour le maillot de la sélection. Mais il y a une équipe dont on ne parle pas beaucoup, c'est quand même le Nigeria, porté par Osimhen. Et tout simplement, Osimhen explique à lui seul pourquoi cette équipe est dangereuse. Il est quand même excellent en plus depuis ses débuts de saison à Galatasaray. Et il pourrait, comme tu l'as dit, Elias, jouer des tours aussi, le Nigeria, au favori. Après, ça nous assure rien, ça dépend énormément du niveau qu'affichera Osimhen pendant cette canne, mais il faut se méfier quand même du Nigeria.
Ouais, bah effectivement Zephyr, un autre outsider dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est dans une espèce de collectif tout simplement incroyable. Ils sont là au barrage pour la Coupe du Monde, c'est le Congo, porté par le capitaine Chancel Mbemba, et qui franchement a sorti le Nigeria pour la qualif à la Coupe du Monde. Et collectivement, l'équipe est très soudée et ça rend bah, leurs résultats tout simplement impressionnants. Là, en ce moment, ils n'arrêtent plus de gagner après les barrages de Coupe du Monde. Voilà, là, je les vois bien faire une petite demi de CAN, voire plus, s'ils arrivent à un peu jouer des tours au Maroc ou au Sénégal. Bon, en tout cas, fini cette parenthèse CAN. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour bien d'autres actualités. T'as un petit mot de la fin, Elias? Ouais, moi, je pense que cette CAN va falloir la suivre de très près parce qu'elle peut rentrer dans l'histoire en tout cas. Donc, restez dans votre canapé cet hiver bien au chaud devant cette Coupe d'Afrique des Nations à Rabat. Donc, ça va être exceptionnel. Zéphyr? Et en parallèle de cette CAN, on aura aussi le Boxing Day en Angleterre qui se promet d'être passionnant, comme toujours, un beau moment à vivre de Première Ligue, avec une course au titre qui se promet d'être de plus en plus intéressante, avec City qui reprend provisoirement la place de leader en attendant, à l'heure où on tourne le podcast, le match d'Arsenal. Pour mon plus grand plaisir. Bon, merci Elias, merci Zéphyr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.